je suis Michel Passé. Je travaille à IBM depuis 26 ans et je suis dans le Power depuis toujours. Avant, ça s'appelait RS6000. Alors, donc aujourd'hui, on va parler en fait de VM Recovery Manager. Donc, on a vu que les Power étaient des plateformes très stables, très résilientes, qui ne tombent pas souvent en panne, ça c'est vrai. Mais quand même, il faut rajouter une couche de HA, High Availability, pour assurer la continuité des opérations si jamais il se passe quelque chose ou si on fait de la maintenance planifiée, en fait. Là, le HA, en fait, on pense toujours panne matérielle, ça arrive, mais les cas d'usage sont assez peu fréquents, en fait. Et c'est vrai que ces serveurs sont quand même très, très fiables. Et ça sert aussi beaucoup pour déplacer des partitions, pour libérer une machine, faire de la maintenance. On a des Power 10, on achète des beaux Power 11, on les met dans la salle machine et on peut déplacer des partitions, tout ça sans arrêt par rapport à l'utilisation, mais on utilise des outils de ce type-là aussi, en fait. Voilà, donc ce n'est pas que la réaction aux pannes, c'est aussi la gestion de l'administration pour masquer l'administration des applications qui, elles, continuent de marcher tout le temps, en fait. Donc, c'est une présentation qu'on a fait avec Thierry Huchet, qui est en vacances en ce moment. Il est en Thaïlande, au chaud. C'est vrai qu'ici, le froid a bien commencé. Alors, il y a dans le portfolio IBM, il y a beaucoup de solutions, beaucoup de produits de achat et de DR. Donc là, en fait, on va passer pas mal de temps là-dessus pour que vous voyez bien, en fait, comment s'insère ce produit VM Recovery Manager dans tous les outils disponibles sur le Power. Pour chacun a sa segmentation, il faut bien voir comment ils sont positionnés. Donc ici, en fait, on est du plus résilient, en fait, pour le RTO et le RPO 0, en fait. Et puis, plus on va vers là, plus c'est des solutions légères, en fait, de achat. Chacune, en fait, a sa destination. Donc, par exemple, ici, donc on est de l'actif-actif. Donc, chez IBM, par exemple, c'est DB2 Mirror, par exemple, en fait, sur IBM I. Donc, ça, c'est des solutions actives-actives. Le RTO, RPO, c'est 0. C'est des solutions très technologiques, très résilientes, mais aussi très chères. Hein. Apparemment, le DB2 Mirror, tout le monde dit, ah, c'est trop cher, on ne le prend pas. Donc, c'est des bonnes technologies. Il faut faire attention de dire, quand on vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez comme RTO, Recovery Time Objective, et Point Objective, on dit, oh, je veux 0 partout. Oui, on peut le faire, effectivement, mais ça implique des solutions technologiques très sophistiquées, très chères aussi, et aussi, il faut l'administrer. Ce sont des clusters. L'administration d'un cluster, c'est pas comme du standalone, c'est beaucoup plus compliqué. Et souvent, si on a pris un cluster, par exemple, et qu'on n'a pas les compétences ou qu'on ne l'administre pas de manière très sérieuse et très rigoureuse, en fait, on se prend les pieds dans le tapis, ça c'est assez fréquent. Et donc, finalement, on arrive à créer des pannes dues au cluster, en fait, ou à la mauvaise administration, si on peut dire, qui ne seraient pas arrivées si on avait du standalone, parce que c'est simple et que tout le monde sait le gérer. Donc, il ne faut pas vouloir trop protéger non plus, parce que ça peut être des fois contre-productif. Voilà, donc ici, c'est de l'actif-actif, c'est la meilleure des solutions, aussi la plus chère. Ici, en fait, on a une solution qui s'appelle Power Achat, donc vous connaissez aussi. Qui utilise Power Achat? Voilà. Donc, c'est du cluster. Donc, alors, dans le cluster actif-passif, même si il y a deux partitions qui, elles, tournent de l'AX ou de l'IBMI et qui sont, elles, actives, en fait. Mais Power Achat protège une application, en fait. Donc ça, Sylvain en avait parlé, on va voir que VM Recovery Manager protège des LPAR, avec tout ce qu'il y a dessus, alors que Power Achat, lui, protège des applications. Et il peut faire basculer une application d'un node actif sur un node passif. Mais c'est l'application qui bascule. Et donc, on a en fait deux partitions. C'est un cluster, il faut aussi l'administrer. Et si vous avez beaucoup de partitions, vous n'allez pas mettre un cluster Power Achat pour chaque application, parce qu'il faut l'administrer, c'est assez lourd, c'est assez cher aussi. Donc c'est une solution dont le RTO, c'est pas 0, c'est quelques minutes, disons, plus le temps de redémarrage de votre application. C'est déjà un peu moins sophistiqué qu'ici, qui est de l'actif-actif, où il n'y a aucun arrêt du tout. Là, Power Achat, il y a un arrêt. Si jamais il y a un problème dans l'application, elle est arrêtée ou elle s'est arrêtée tout seul, elle bascule et elle redémarre automatiquement. Mais il y a un arrêt quand même, de quelques minutes.
Après, il faut que l'application redémarre aussi. Donc, ça dépend du temps de redémarrage de votre application, surtout après un arrêt brutal. Si on arrête proprement, ça peut partir facilement. Si ça s'est crashé, il faut faire plein de trucs aussi, ça peut être plus long. Donc, cette solution, ce n'est pas un RTO de zéro. Ça reste un cluster, il faut l'administrer, il faut les compétences. Et justement, on en vient à un autre produit, VM Recovery Manager, qui lui, en fait, est un produit un peu plus léger, plus facile. Et il est tout à fait indiqué pour protéger beaucoup de partitions de la même façon. Parce que PowerAsha, par exemple, il y a une version pour AX, une version pour IBM-i, mais c'est dépendant de l'OS. Si vous utilisez du Linux, par exemple, alors au début, il y avait PowerAsha pour Linux aussi, mais on l'a abandonné parce que dans Linux, en fait, il y a déjà des solutions propriétaires en fait, qui sont utilisées. Et donc, si vous avez du Linux, de l'AX et de l'IBM-i, ben, vous avez 3 types de clusters différents. Il faut 3 compétences différentes. Voilà. Donc, il faut l'administrer. En cas de problème, s'il vous manque des compétences, ben après, c'est un peu difficile à administrer. VM Recovery Manager, c'est basé sur du redémarrage de VM. C'est un peu plus simple. PowerAsha, c'est du cluster, vous avez 2 partitions qui tournent AX tout le temps. Et l'application est active d'un côté ou de l'autre. Ou vous faites du mutual takeover, faites ce que vous voulez, mais vous avez 2 partitions. Là, en fait, on a une VM. Et si jamais on a un problème, cette VM, on la redémarre sur un autre host ou sur un autre site. Mais c'est la même VM, en fait. Et elle redémarre avec tout ce qu'il y a dedans et son OS. C'est-à-dire que là, on ne gère pas l'OS, c'est au niveau de la VM, en fait. C'est-à-dire que c'est agnostique de l'OS. On peut protéger comme ça facilement de l'AX, du Linux, de l'IBM-i. Ça prend tout, en fait. Voilà, donc le positionnement des produits est un petit peu différent. Et moins cher, largement moins cher. On verra les prix à la fin. C'est plus facile et moins cher. Donc, c'est des solutions qui sont étagées comme ça. Voilà, donc là, en fait, c'est le RTO et RPO 0. Ça, on peut pas faire mieux, en fait. Hein. Mais Oracle RAC DB2 Mirror, Oracle RAC, par exemple, c'est 10 fois plus cher que la database standard qui pourtant, en fait, est déjà chère. Donc, c'est vrai que ça... Ces solutions-là, quand on y réfléchit bien, en fait, on se dit « Ah oui, c'est ça que je veux », mais après, a-t-on réellement besoin d'un RTO 0 et RPO 0 ? C'est bien sûr, dans certains cas, il faut ça, mais pour certaines applications cœur de métier bien définies et avec les compétences qui vont bien. On peut d'ailleurs avoir plusieurs types de clusters. Vous pouvez très bien avoir ça, par exemple, pour une base de données DB2 Mirror qui est très, très importante. Après, vous pouvez avoir du PowerAsha pour certaines applications, pour protéger des applications, non pas des LPAR. Et puis, pour tout le reste, en fait, qui sont un petit peu moins importantes, vous pouvez les faire protéger par VM Recovery Manager, par exemple. Comme ça, vous avez un type de protection qui est adapté aux applications, à la workload, en fait. Parce que vous n'allez pas protéger toute votre infrastructure de la même façon. Ou alors, si vous voulez le faire, faites-le avec VM Recovery Manager. C'est facile, tout est fait pareil. Et c'est assez simple à utiliser. Ce produit est aussi un petit peu plus jeune par rapport à PowerAsha qui date d'AX, en fait. Hein, c'est venu avec. C'est un produit un petit peu plus jeune et qui est plus facile à manipuler, plus facile à appréhender. Et par exemple, en fait, quand vous l'installez, il prend... par défaut, hein, on peut le paramétrer, il prend toutes les VM que vous avez et il les protège de la même façon. Alors que PowerAsha, c'est vraiment, pour chaque application, vous devez faire un cluster. Et des clusters comme ça, vous pouvez en avoir beaucoup. Et chaque cluster, il faut l'administrer. Là, vous administrez tout depuis un autre K6, en fait, ou une interface graphique, vous administrez toutes vos VM d'un coup. Il peut y en avoir beaucoup. C'est ça l'intérêt aussi de ce produit. Est-ce que vous avez des questions là-dessus sur le positionnement? Oui. Vous avez posé la question, en fait, à savoir qui utilise le PowerAsha, mais qui utilise des B2, Mirror ou PureScale? On a ici qui l'utilise. Je pose la question aussi. Alors, qui utilise DB2 PureScale, donc ça c'est AX, DB2 Mirror pour IBM-i, ou des solutions de ce type-là, en fait, par exemple Oracle RAC. On a des racks. Des Oracle RAC. Des Oracle RAC, oui. Oui, moi je suis spécialiste d'Oracle RAC. Hein, j'ai écrit. On a DB2 sur PowerAsha. Ah oui, c'est ça, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser DB2 PureScale. Hein, on peut le mettre sur, oui, comme Oracle. Hein. Oracle, on peut utiliser RAC.
effectivement, mais on peut aussi utiliser Oracle Standalone ou DB2 normal protégé par PowerAsha. Vous pouvez aussi l'utiliser, le protéger par VM Recovery Manager. C'est vrai que pour les bases de données, les bases de données, vous avez le choix des trois en fait. Est-ce que vous connaissiez VM Recovery Manager? Oui. Un peu. C'est ça. Je pense que là, tout le monde connaît bien PowerAsha en fait, parce que c'est très ancien. Et c'est vrai IBM pourrait faire peut-être un petit peu plus de communication sur VMRM, qui est un bon produit en fait, qui est assez facile d'utiliser. On se prend pas les pieds dans le tapis parce que ça ne nécessite pas de compétences cluster et ça protège assez efficacement et l'ensemble de votre infrastructure, de l'ensemble des VM. Donc c'est quand même pas mal. C'est pour ça qu'il faut en parler un petit peu, faire un peu de promotion. Donc ce produit, il existe en deux versions, un peu comme PowerAsha aussi. Hein. La version achat et la version DR. Donc c'est deux produits différents. Le prix est très légèrement différent, mais pas beaucoup. Et comme PowerAsha, en fait, ce qui fait la différence entre les deux versions, c'est quoi ? Le stockage, en fait. Donc, la version DR, en fait, il y a deux sites séparés par, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres, et donc il y a deux stockages différents avec une réplication, PBR, par exemple, ou Global Mirror, si c'était avant. La version achat, il n'y a qu'un seul stockage. Voilà. Même si vous avez deux salles machines très proches l'une de l'autre, avec du PBHA, par exemple. Donc là, il y a deux stockages, mais c'est masqué par la couche stockage. Donc, en fait, les applications ou VMRM ne voient qu'un seul LUN logique, et puis après, bon, c'est deux LUN. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, quand on voit qu'un seul LUN, en fait, c'est la version achat. Quand il y a deux stockages différents avec gestion de leur application, c'est la version DR. Et c'est le produit, c'est VMRM, qui gère la relation, qui la met en route, qui l'active, quand on bascule, qui l'arrête, quand on revient, qui la renverse, etc. C'est lui qui gère tout. En fait, il se connecte, comme PowerAsha, hein, il se connecte au stockage, il fait tout. Donc, on en est à la version 1,9. Alors, ce que fait le produit, donc, déjà la version achat, en fait, il faut avoir plusieurs frames, hein, évidemment, sinon, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Tout doit être virtualisé. Les prérequis, en fait, c'est toujours les mêmes, en fait. Hein, c'est ceux de LPM. Il faut que tout soit virtualisé, mais bon. Et donc, le produit, en fait, surveille des VM. Par défaut, c'est toutes les VM. Vous pouvez dire juste celles-là, celles qui ne sont pas protégées par d'autres produits. Il ne faut pas protéger une même VM ou une même application par deux clusters. Faites deux choses en même temps. Ne mettez pas et PowerAsha et VM Recovery Manager sur les mêmes partitions, en fait. Hein. Vous pouvez avoir les trois types de produits dans votre infrastructure, mais chacun a son précaré, il ne se mélange pas. Sinon, après, c'est un peu compliqué. Donc, il protège les VM. Si jamais il y a un souci sur cette machine-là, automatiquement, la VM est redémarrée de l'autre côté. Parce qu'on a vu que Live Partition Mobility, ça marche bien quand tout est planifié, que tout marche bien, vous pouvez le faire. Par contre, si jamais il y a une panne de ce serveur-là, par exemple, Live Partition Mobility ne marche plus. Alors, vous avez aussi SRR, là, Remote Restart, si vous voulez, si vous l'avez planifié avant, vous pouvez aussi l'utiliser à la main. Là, lui, le surveille, il le fait automatiquement. Il utilise les protocoles de Remote Restart? Il utilise le SRR en dessous? Non. En fait, c'est lui-même. En fait, il surveille les. Donc, le cassis, en fait, on a une partition orchestrateur, en fait, qui est. C'est un AX, en fait, sur lequel on installe le produit. Finalement, le produit, c'est cassis, qui est installé sur une petite partition qu'on met sur le site de backup, en général. Voilà. Et donc, c'est lui, ce cassis, qui surveille, en fait, tous les hosts et toutes les VM. Et c'est lui, quand il voit qu'un host ou une VM est tombé en panne, c'est lui qui la redémarre de l'autre côté, parce qu'il a toutes les informations. Oui, c'est un peu du type SRR, en fait. Mais il n'utilise pas... c'est pas lui qui ne déclenche pas une commande... C'est lui qui le fait. À vrai dire, c'est relativement léger quand même. Ce que fait le produit, ce qu'il automatise, on peut le faire à la main aussi. J'ai un client, une grosse banque, qui sont en train d'utiliser, en train d'implémenter VM Recovery Manager DR sur de l'IBM I pour toute leur infrastructure en France.
Et en fait, avant, ils avaient fait des scripts à la main eux-mêmes, en fait, et ça marchait relativement bien. Sauf que, après, les scripts, il faut les maintenir, c'est pas un produit, là c'est un produit qui évolue, il y a du support, etc. Donc, ils sont passés à ce produit-là pour l'aspect produit, mais on peut le faire à la main assez facilement. C'est pas des technologies réinventées, en fait. Ce produit utilise le Power VM, en fait, mais il l'utilise efficacement. Et aussi, d'ailleurs, comment surveille-t-il, comment ce produit classique surveille-t-il tous les hosts? Et bien là, pareil, on ne réinvente pas la poudre, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est Power Achat depuis toujours. Et donc, en fait, on crée ici un shared storage pool. En fait, quand on installe le produit, il crée entre tous les hosts qu'on veut, il crée un shared storage pool, comme vous pouvez le faire à la main aussi. Est-ce que vous utilisez des shared storage pools entre les VIO? C'est relativement peu fréquent, mais bon, certains clients l'utilisent. Donc, VM Recovery Manager est un shared storage pool pour avoir un repository, en fait. Et aussi, dans ce repository, SPP, en fait, Shared Storage Pool, il y a un cluster Power Achat à l'intérieur et VM Recovery Manager utilise ce cluster-là que vous ne voyez pas, hein, qui est inclus dans le Shared Storage Pool pour surveiller les machines. Donc, finalement, c'est toujours les mêmes technologies qui sont utilisées, qui marchent bien. Donc, vous ne le voyez pas, vous ne le payez pas, mais c'est Power Achat qui surveille les machines. Comme si vous aviez fait un cluster. Finalement, il y a un cluster en fait dans le shared storage pool qui est masqué, mais il y a un cluster qui est là. Il n'y a pas besoin de créer la deuxième partition en avance pour qu'il la démarre. Justement, pas du tout. Non. C'est lui qui prend les définitions. Dans le remote restart, en fait, il faut le paramétrer avant parce qu'il faut que l'autre HMC ait les définitions de toutes les LPAR pour pouvoir les recréer si le premier host est complètement tombé, qu'il n'y a plus rien. Et bien lui, il fait pareil en fait. Donc dans son repository, il a les informations de recréation de toutes les LPAR qui sont managées par le produit. Et donc c'est lui-même qui l'a créé. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit que c'est du N+0. Vous avez ici des VM qui tournent, et là, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et s'il le faut, ou si vous le demandez, vous pouvez aussi demander une bascule vous-même, en fait. Hein. Donc là, c'est du live partition mobility encapsulé dans ce produit-là. Hein. Vous pouvez faire ça aussi. Donc, il recrée la partition de l'autre côté. Mais vous n'avez pas besoin de la créer à l'avance. Ça, ce n'est pas vous qui le faites, c'est le produit qui le fait. Pour ça, c'est assez facile, en fait. Et comment il détermine quelle carte il doit utiliser et réaffecter au niveau des cartes fibres, par exemple? Ah ben c'est comme Live Partition Mobility, c'est exactement, c'est pareil. Vous devez avoir effectivement les mêmes réseaux doivent être vus ici. C'est les mêmes prérequis que Live Partition Mobility en fait. Donc c'est comme le Live Partition Mobility, il les mélange. Ah oui. Ah oui, alors c'est vrai que si on fait tout, si on fait un bel Excel avec tout, une fois qu'on fait un aller-retour, tout est mélangé, oui, effectivement. Non, on ne peut pas faire du LVM au label, il les mélange quand même. On peut le mettre en si possible, et les trois quarts du temps, il met. Ça ne marche pas. Oui, ça mélange en fait. Ça. VM Recovery DR, en fait, donc c'est la même chose. Alors sur le dessin, on a l'impression que c'est pareil, mais en fait, il y a de la distance ici. Il y a deux stockages différents. Là, c'est un site, et ici, c'est un autre site qui peuvent être très éloignés. Donc là, c'est du pur DR ou du PRA. Et donc, il fait la même chose, sauf qu'en plus, il doit gérer la réplication stockage, en fait, de tous les LUN, de toutes les partitions. Donc, c'est le produit qui va scanner, c'est du discovery en fait, on appelle ça. Donc, il va scanner toutes les partitions qu'on veut manager et il voit tous les disques, hein, il vérifie que les disques sont bien répliqués de l'autre côté, qu'il y a bien une relation de copie, etc. Il vérifie tout ça. Et s'il y a des erreurs, il remonte. Comme ça, on est sûr qu'il pourra basculer de l'autre côté. Par contre, oui. Ouais, en fait, sur le BIOS, là, on peut mélanger partitions en PMR, DR, là, avec des partitions qui ne le sont pas. Ou est-ce que le VM. Oui, il prend. Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que... Sur le site de PRA, il y a déjà des partitions.
Ah oui, oui, même en oui. prod, même en prod, en fait. Oui, ça, oui, Ouais. Ah oui, 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 il est pas forcément- Tu dis, il prend en charge les disques, mais est-ce qu'il prend en charge tous les disques ou on peut faire juste une partie des disques et le reste, c'est pas en VMware de mer? Ah oui, on n'est pas obligé de Voilà. gérer. Ah oui, bien sûr. Ah oui, et quand on dit que c'est le site de ce Pas obligé de dédier des BIOS à ça. vous pouvez tourner des trucs dessus. Hein, et lui, il se rajoute, en fait, il rajoute des VM sur ce site-là, là où il trouve de la place, en fait. Hein. Effectivement, il faut qu'il y ait un petit peu de place, en fait, pour qu'il puisse le mettre. Il faut que les disques soient répliqués ici. C'est lui qui fait la réplication. C'est lui qui gère la réplication. C'est le produit qui. Est-ce que ça marche avec une disque partagée en Y aussi? Ou non, c'est obligé que. Un disque partagé en Y. Tu es obligé de faire là-haut. C'est ça. Alors, on peut faire. T'as pas un mix des deux là? Si. Alors, le VMRDR, en fait, peut faire du HADR. Vous pouvez avoir 3 sites, ou même des fois 4. Donc, 2 sites primaires en achat avec le produit, et aussi, vous rajoutez un 3e site très distant, celui-là, et pour gérer le PRA. Donc, ça, c'est possible. Et il est même possible, en fait, d'avoir sur le site de PRA aussi 2 salles machines en Y. Et il remet la couche de achat. Donc ça, c'est bien, par exemple, si vous avez 2 sites assez éloignés, avec 2 salles de data centers séparées mais proches, et que vous voulez tourner votre production 6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre. Ça c'est très bien. Ben, le produit, c'est le permis. C'est forcément lui qui gère la réplication. C'est lui qui gère On va le faire faire à la baie. Et... Alors, c'est la baie qui le fait, mais c'est le... Ah, on peut piloter aussi. C'est la baie qui le fait, mais c'est VMRM qui pilote. Ah, d'accord. Voilà. Qui pilote en fait les réplications des LUN, des VM que vous managez. Ce n'est pas forcément toutes. D'ailleurs, en général, on ne les met pas toutes non plus. Certaines partitions de test développement qu'on ne met pas. Ici, vous utilisez aussi le hardware et c'est mieux d'ailleurs, et lui trouve de la place. Alors, si jamais cette machine est déjà très utilisée et que vous avez un gros outage, après, il faut qu'il trouve de la place ici pour héberger toutes les partitions-là. Alors là, il y a beaucoup de mécanismes aussi qui permettent de diminuer l'empreinte CPU, qui permettent de diminuer en fait tous les paramètres des LPAR, comme on veut, on peut le gérer, pour que ça se serre un petit peu dans le site de DER pour que tout le monde puisse tourner, même un petit peu en mode un peu dégradé, quoi. On peut gérer tout ça assez facilement. On peut gérer des priorités, des partitions plus importantes que d'autres. Les partitions les plus importantes basculent d'abord, puis après les autres. Il y a plein de paramètres. On peut gérer tout ça. Par contre, j'ai une question. Il prend en compte le SVC, PB, tout ça sur la réplication côté disque. Alors, ça prenait le Metro Mirror, Global Mirror d'avant. Maintenant, c'est PBR. Et SVC, si on a des blés qui sont clusterisés en mode SVC. Alors, ça gère aussi, ça peut utiliser le PBHA aussi, donc dans ce cas-là. C'est ça que... Mais en fait, on a le SAN volume contrôleur. Ouais, SVC, ouais. Plus sur SVB. Ah oui, c'est le gère pas dans l'application. Oui, bien sûr, oui. Alors, il gère il utilise le stockage, tous les stockages IBM, mais pas que, en fait. Hein. Hitachi, EMC, en fait, tous les stockages. Alors, il y a déjà des scripts de près. Le produit connaît déjà les commandes pour EMC, par exemple, pour faire la même chose. Si jamais vous avez un stockage que lui ne connaît pas, vous pouvez fournir les scripts vous-même, en fait. Hein. Vous pouvez utiliser tous les stockages, en fait. Donc, il a besoin d'être admin sur le stockage pour pouvoir gérer la réplication, l'arrêter, l'inverser, créer des flash copies, ça on verra aussi. Donc, il faut qu'il puisse faire tout ça. Alors, dans une implémentation, s'il y a des silos, par exemple, une équipe AX, IBMI et une équipe stockage, l'équipe stockage aura peut-être quelques réticences à donner les accès à un user plus ou moins pseudo-administrateur à une autre équipe. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le banque. Bon, il faut le faire, ça, effectivement. Il faut savoir que il faut donner au cassis, en fait, l'autorisation de piloter le stockage. Ce qui peut être vu comme une perte de souveraineté sur le stockage de l'équipe stockage. Bon, ça, et du coup, il contrôle la cohérence entre les deux sites. Oui, tout à fait, absolument. Tout à fait. Vous n'avez pas à intervenir sur le stockage vous-même là-dessus, c'est lui qui fait tout, en fait. Hein. La version achat. Alors, comment ça marche? Donc là, on est en local, hein, sur un seul site, avec un seul stockage, ou masqué par du PBHA, par exemple. Donc, vous avez 3 hosts,
tournant des OS. C'est pour ça qu'on a mis OS, là, c'est pas forcément AIX, hein, c'est tout ce que vous voulez. Et ici, il y a un shared storage pool qui est commun à tous les hosts, avec le cluster qui surveille chaque host. En fait. Alors, en mode normal, si tout va bien, vous pouvez aussi utiliser ce produit-là pour déplacer des VM d'une machine à une autre, comme vous le feriez avec Live Partition Mobility. D'ailleurs, vous pouvez aussi le faire en plus avec Live Partition Mobility par l'HMC, sans passer par ce produit-là. Parce qu'on a eu certains produits dans le passé en fait, qui avaient leur base de données à eux, et si quelque chose bougeait dans l'environnement, ça partait en vrille assez rapidement. Là, non. Donc, il y a une découverte, un rediscover en fait, de l'environnement qui est fait toutes les nuits, en fait, par défaut à minuit, bon, on peut changer l'horaire, et puis qui est fait toutes les heures aussi. Donc, vous pouvez faire toutes les opérations d'administration normalement, sans utiliser le produit, lui, il sera juste tout seul. Notamment quand vous rajoutez des disques, ça c'est quand même assez fréquent, lui, il voit tout de suite, il prend en compte, en fait. Voilà. C'est plus facile qu'au Power Achat. Parce que Power Achat, par exemple, toute l'administration, surtout sur les disques, hein, que vous faites sur un node, il faut aussi le faire sur l'autre. Il faut ouvrir les deux fenêtres en même temps et tout ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Si on oublie de le faire, Power Achat pallie certaines choses, mais si un LUN n'est pas mappé, par exemple, sur le node de backup, là, il ne pourra pas le faire. Alors que là, en fait, il le verra. Et si jamais ce n'est pas le cas, il vous remontera une alerte, en fait. Il redécouvre l'environnement en permanence, en fait. Donc, vous pouvez gérer votre environnement comme vous le faites actuellement, et lui vient se surajouter, mais il ne s'accapare pas tous les pouvoirs et vous n'êtes pas obligé de passer par VMRM pour gérer votre infra. Donc, en fait, c'est toujours basé sur du restart de VM. Lui, il redémarre la VM avec son OS et toutes les applications qu'il y a dessus, et il ne sait pas ce qui tourne, en fait. Hein. Il ne s'occupe pas de ce qui tourne dessus. Contrairement à Power Achat, qui, lui, protège une application. Voilà. Lui, là, c'est au niveau de la VM. On prend la VM, on la remet à un autre côté, on la redémarre. Donc, c'est plus au niveau de la HMC que ça travaille, pas au niveau de l'OS. Alors, il y a plusieurs niveaux de surveillance. On peut le faire au niveau du host. Donc là, c'est de base, en fait, on regarde si le host tourne, en fait. On peut surveiller la granularité diminue un petit peu au niveau de la VM. Donc, on peut monitorer des VM individuellement. Donc, VM Recovery Manager surveille chaque VM individuellement. Alors, c'est là qu'il y a des petites différences entre les OS. On dit que c'est OS agnostique qui fait tout pareil. Il y a quand même des petites différences. Par exemple, sur IBM i, en fait, il n'y a pas d'agent d'agent VM Recovery Manager sur les VM. C'est-à-dire que pour IBM i, en fait, le produit ne peut pas surveiller une VM, une instance IBM i. Il ne surveille que le host, en fait. Ça, c'est un petit bémol pour IBM i. Alors que pour AIX et pour Linux, en fait, il y a un agent VM Recovery Manager qu'on doit installer en plus sur les partitions. Et c'est cet agent, en fait, qui communique avec le cassis pour vérifier si la VM marche ou pas, au niveau de la VM. Et dernier niveau, on peut aussi surveiller une application. Donc là, un peu à la mode Power Achat, une base de données, par exemple, une application qui tourne dans une VM. Donc dans une VM, il peut y avoir deux applications différentes qui sont surveillées différemment, par exemple. Voilà. Donc VM Recovery Manager peut surveiller à ces trois niveaux-là, avec le bémol de IBM i qui ne surveille que le host, en fait. Alors, l'intérêt de ce produit, c'est qu'il fait les choses automatiquement quand vous n'êtes pas là. La nuit, par exemple, il gère le achat. Donc, par exemple, si d'aventure un host tombait, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Et donc là, en fait, lui, il redistribue en fait toutes les VM managées, en fait, hein, parce qu'il n'est pas. On parle de VM managées, en fait. Donc toutes les VM que le produit manage, en fait, il va les déplacer sur les autres systèmes. Et c'est lui qui choisit plus ou moins. Alors il y a quelques règles. On peut dire de co-working, d'éviter, par exemple, que deux applications soient sur la même machine, par exemple. On peut faire des choses comme ça. Il y a plein de règles aussi qui permettent, en fait, de définir
comment les VM ici seront dispatchés sur les autres systèmes. Il peut regarder aussi les CPU restants sur les machines. Il gère tout ça, en fait. Mais c'est vrai que des fois, il peut mélanger un petit peu, en fait. Ou alors, on fait des hosts pairs, en fait, comme on dit, où il y a un host et le secours, et donc là, il n'y a pas le choix, il bascule tout de l'autre côté. En fait, c'est un cas relativement simple, mais quand même très fréquent. Mais lui, il peut gérer beaucoup de hosts. Par contre, moi, j'ai une question pour la partie VMI. Ouais. Le scénario entre compte uniquement si on perd le châssis, quoi. Voilà. Et donc, c'est-à-dire, c'est quoi la condition? C'est le châssis il s'éteint ou on a une perte de réseau du châssis, c'est bon? Oui, c'est que, alors, donc là, c'est le cluster du shared storage pool, en fait, qui surveille les châssis, en fait. Et comme sur l'HMC, on voit que le châssis n'est plus là, et ben lui, il le détecte aussi. Et dans ce cas-là, il fait le failover. Mais c'est vrai que pour IBMI, c'est le seul niveau qu'on ait. Donc, c'est pas très fin, en fait. Ouais, si on perd une seule partition, ils s'en foutent. Ouais. Voilà. Pour IBMI, oui. Non, ok. Effectivement. Donc après, le niveau d'après, c'est les VM. Donc VM, sauf IBMI. Et pour ça, il faut avoir installé un agent, en fait. Donc l'agent surveille la VM aussi. Si jamais la VM tombe pour une raison ou pour une autre, la VM et puis tout ce qu'il y a dessus, en fait, il le détecte aussi et il la redémarre sur un autre host, qui choisit lui-même en fonction de la situation et de toutes les règles que vous lui avez indiquées. Et dernier niveau, l'application. Niveau d'application. Par exemple, une base de données NORAC, évidemment. Donc là, en fait, c'est un peu différent pour les applications parce que ce n'est pas comme PowerAchat, quand il y a un problème d'application, il ne va pas la déplacer ailleurs. Là, on parle toujours de VM, en fait, toujours. Donc, il va détecter qu'une application, une base de données, ne répond plus. Parce que vous lui avez donné un script de moniteur d'application comme dans PowerAchat, c'est le même script. C'est mieux d'ailleurs de vérifier que, par exemple, de se connecter à la base de données et pas de vérifier juste le PID, par exemple. Ça, c'est insuffisant. Donc, ces scripts ne sont pas si faciles à écrire que ça, quand même. Mais c'est les mêmes que PowerAchat, c'est tout pareil. Donc, une fois qu'il a détecté que l'application ne marchait plus, il la redémarre sur la même VM. Alors, c'est paramétrable, mais il le fait, disons, 3 fois. Et si ça ne marche pas, dans ce cas-là, il déplace la VM. Mais la VM et tout ce qu'il y a dedans, pas forcément cette application-là. Si vous avez plusieurs applications, elles se déplaceront aussi, ce qui veut dire qu'il y a un arrêt quand même. Parce que là, on n'est pas à RTO 0 non plus. Il y a un arrêt propre de la LPAR. Il la redémarre, il recrée la LPAR, etc. Il la redémarre de l'autre côté, il redémarre l'OS, il redémarre les applis. Donc, c'est dans la terminologie qu'on avait vue, actif-actif, PowerAchat et VM Recovery Manager, c'est le temps le plus long, même s'il est maîtrisé quand même. C'est le RTO le plus long, en fait. Parce qu'il y a en plus le redémarrage de la VM. Dans PowerAchat, la X, en fait, il tourne en permanence. Donc, vous n'avez qu'à redémarrer l'application. Là, il faut aussi créer la LPAR, la redémarrer, l'OS, plus les applications. Mais il gère ça automatiquement. Est-ce qu'on peut le configurer de sorte à ce que ce soit que si le host tombe et pas la LPAR? Ah oui, bien sûr. Ah oui, un petit peu plus, peu le moins. Donc, vous pouvez ne pas gérer au niveau de la VM ni au niveau d'application. Je dis ça parce qu'une VM qui tombe, ça peut être un crash de la machine ou de VG corrompu. Si on la redémarre de l'autre côté, ça ne redémarrera pas. Alors, tout à fait, absolument, absolument. Ça ne protège pas de tout non plus. Contrairement à PowerAchat, par exemple, vous avez 2 OS différents. Donc, si vous avez une corruption de l'OS de base qui supporte votre application, PowerAchat va déplacer l'application, c'est un autre OS, là, ça peut marcher. Si, par contre, dans PowerAchat, vous avez mis aussi le code de l'application qui se déplace en même temps, et si c'est un problème de montée de version, par exemple, et bien là, d'un côté ou de l'autre, vous aurez le même problème de mauvais code. Si par contre vous avez installé 2 fois Oracle avec des versions très légèrement différentes, si les données sont les mêmes, enfin, s'il n'y a pas de modification de structure de données, dans ce cas-là, vous avez aussi 2 codes différents et quand vous faites des petites montées de version, vous pouvez le gérer. Là, on ne peut pas faire ça. Très clairement, effectivement, il gère, ça ne gère pas tout. Le redémarrage d'une application, si ça redémarre, enfin, s'il y a un problème, on a beau la redémarrer 10 fois, ça ne redémarrera pas. Et d'ailleurs, on peut le déplacer aussi, ça peut être pareil. Voilà. Donc, le niveau de protection est un petit peu moindre quand même, en fait. Effectivement. Ouais. Si on décide de faire un déplacement manuel alors de l'ordre du produit, style LPM, le produit s'adapte automatiquement.
Pas de souci. Il n'y a rien à nous faire faire. Si vous préférez LPM de l'HMC, faites-le. Non, mais Ou pour PowerVC, n'importe quelle opération, peut-être pas à faire un LPM manuel. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. On s'adapte, tu vois Pas le de souci. déplacement. Tout ça. Pas de souci. Et le déplacement d'un châssis complet, il faut déterminer à l'avance en disant cette partition-là, elle ira là. Ou c'est lui qui fait de l'autodétermination? De base, c'est lui qui fait de l'autodétermination sur l'ensemble des critères que vous avez donnés. C'est vrai qu'on ne maîtrise pas totalement. Si vous avez beaucoup de hosts, par exemple une dizaine de hosts qui se protègent mutuellement, c'est lui qui va dispatcher au moment où ça se fait, selon les critères que vous avez mis, la charge de tout le host, des règles de compatibilité d'application entre elles ou pas. Et il fait un peu de prédiction s'il estime qu'un châssis, en cas de crash, il ne pourra jamais basculer sur les autres ou... Alors dans ce cas-là, il faut diminuer en fait les ressources de chaque partition. Il le fait, il peut le faire. Il peut le faire. Par contre, il ne créera pas de... Enfin, si vous ne pouvez pas basculer parce qu'il n'y a vraiment plus de place, il ne pourra pas le faire non plus. Hein. C'est pas miraculeux non plus. Finalement, l'intérêt de ce produit-là, c'est qu'il le fait automatiquement. Tout ce qu'il fait, vous pouvez le faire facilement avec les outils que vous avez déjà. Il n'y a pas de révolution là-dedans. Simplement, il monitore et puis il le fait automatiquement selon ce que vous avez programmé. Vous pouvez l'utiliser. Alors, c'est un outil de plus pour utiliser quand tout est planifié. Vous pouvez utiliser PowerVC, par exemple. Maintenant, la HMC 11 aussi prévoit beaucoup plus de choses en elle-même, en fait, pour gérer les VIO, par exemple. Vous pouvez aussi le faire par VMRM. Vous avez le choix. Effectivement, et vous pouvez continuer à faire ce que vous faisiez avant, lui, ça n'offusquera pas du tout. Donc là, on peut aussi le répartir, et c'est comme ça permet de voir que le produit marche bien aussi. Toujours bien d'utiliser toutes les ressources qu'on a et de jamais les laisser dormir trop souvent, parce que quand elles doivent se réveiller, c'est là qu'on découvre ce qui n'allait pas. Donc tout ça, c'est basé sur du Live Partition Mobility quand tout va bien, en fait. Et s'il y a un problème, c'est lui qui recrée la partition parce que le cassis a les définitions de toutes les partitions, manager tous les paramètres. Vous pouvez modifier comme vous voulez aussi. Et après, vous pouvez revenir, vous pouvez, en fait, si vous voulez libérer un host, par exemple, le client dont je parlais là, sur leur site de secours, ils avaient du P9, ils viennent de mettre du P10. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on change des hosts. En fait, il y a 2 hosts qui s'en vont, il y a 2 nouveaux hosts qui arrivent. Bon, ça, on les enlève de VM Recovery Manager, donc lui ne les voit plus. On remet les nouveaux hosts, on refait les paires, et donc après, les nouveaux Power 10 sont prêts à recevoir d'autres partitions. Après, on peut rééquilibrer un petit peu. Donc tout ça peut se faire avec le produit. Il y a un peu d'administration en fait. Hein. C'est pas parce qu'on pose un Power 10 dans le data center que lui il va le voir tout de suite. Il faut le lui dire en fait. Hein. Il faut lui donner les accès à HMC, etc. Voilà. Donc on redit le monitoring au niveau du host. Donc c'est vraiment, en fait, c'est le cluster qui est là. En fait, il est totalement masqué, on ne le voit pas du tout, mais c'est le cluster du Shared Storage Pool qui surveille les hosts. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce qu'il y a une limitation à un nombre de... C'est 24 en fait, 24 frames, c'est quand même beaucoup. Hein. Surtout même, avant on avait plus de frames, mais maintenant pour en avoir 24, il faut quand même y aller fort. Hein. Mais il y a cette limitation parce que c'est le nombre en fait de VIO qu'on peut mettre dans un shared storage pool en fait. J'ai eu un client en Suisse en fait on est tombé sur ce problème-là parce qu'il avait beaucoup de petites machines et effectivement il a fallu faire plusieurs clusters VRM, plusieurs installations en fait pour pouvoir couvrir la totalité de son parc. On peut faire ça aussi. Et donc, il peut gérer aussi l'application, mais il faut rajouter un agent, en fait. Voilà. De base, en fait, le produit utilise le cluster du Shared Storage Pool pour surveiller les hosts. Ça, c'est natif, vous n'avez rien à paramétrer. Si vous voulez surveiller l'AVM ou l'application, il faut mettre un agent. Et si vous surveillez l'application, il faut lui fournir les scripts de contrôle d'application. Ça, c'est à vous de le faire aussi. À vous de le donner, de lui indiquer « je contrôle cette application via ce script-là ». Donc ça, c'est la manière dont en fait il redémarre les applications.
Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il essaie juste de redémarrer l'application. C'est un peu bête quand même, en fait. Hein. Il détecte que l'application s'est crashée, il la redémarre. C'est pas sûr que ça marche, en fait. Il l'analyse pas du tout, il fait pas de reboot non plus. Donc, c'est à vous de voir si vous l'utilisez ou pas. C'est pas évident qu'il faille l'utiliser, ça. Et donc, au bout d'un certain nombre de fois, il bascule sur une autre VM, sur un autre host. Voilà. Mais avec tout ce qu'il y avait. Donc, si le problème est dans la partition elle-même, voilà, ça ne marchera pas. Mais bon, on essaie tout ça. Quand ça ne marche pas, on réessaye. Puis, si ça ne marche pas, après, on se casse un peu la tête, on regarde un peu plus. Donc, il fait ça aussi automatiquement. L'EDR. Ah oui, alors ça marche en fait sur toutes, ça marche sur toutes les infras en fait qu'on a. C'est quand même quelque chose qui se place un petit peu au niveau de l'HMC, donc il n'y a pas de prérequis très très fort en fait. Le cassis doit aussi se connecter à l'HMC, donc il faut lui donner le HMC route, il se connecte et il y a une connexion permanente entre l'HMC et le cassis en fait. Il communique sans arrêt. Et en fait, quand on dit qu'il recrée une partition, il passe toujours par l'HMC, en fait. Hein. C'est des scripts HMC qui fait que l'HMC recrée la partition de secours et la redémarre. Comme vous le feriez à la main aussi, en fait. Hein. Ou par des scripts que vous auriez fait. Le cassis, on appelle ça aussi un orchestrateur. C'est... Cassis, il est installé sur une partition X, mais il peut être créé sur un power. Ah, c'est sur... oui, oui, une petite partition, mais sur un power, oui, effectivement. Alors, on a le choix, on peut le mettre où on veut. En général, c'est bien de le mettre sur le site de secours, de PRA, par exemple. Je vais protéger le cassis. Ah oui, alors dans les premières versions, il ne l'était pas. Et donc, effectivement, on disait, ben ouais, c'est son SPOF, ça. Et ça n'était un. Donc maintenant, effectivement, on peut le protéger. Donc, c'est les slides après. Une partition X. Alors justement, certains clients disent, je n'ai plus d'AX, je n'ai plus que de l'IBMI sur mon Power. Déjà, les VIO qui sont de l'AX aussi, bon, on peut encapsuler, mais ça les embête un petit peu, mais ça passe parce qu'il n'y a pas trop le choix. Et ils ont dit, mais est-ce qu'on ne peut pas faire tourner le cassis sous Linux? Le lab dit que oui, bientôt, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est encore de l'AX. Ceci dit, vous n'avez pas à le gérer en tant qu'AX. Ça ne vit pas beaucoup, en fait. Vous mettez du C3, puis après, bon, vous êtes tranquille pour un certain temps, quand même. Mais c'est de l'AX. Donc, il faut le mettre sur sur un système qui gère lui-même, pas. Ça, c'est si vous avez beaucoup de BIOS, vous pouvez le mettre où vous voulez. Mais c'est un AX standard, c'est pas un AX de type BIOS, quoi. C'est un AX tout à fait standard, hein. C'est ça. Quand on fait un déplacement de toutes les LBAR qui se trouvent sur un châssis sur lequel lui se trouve, il s'auto-déplace. Ah non, lui, il reste où il est. Et si on perd le cassis, on crache le serveur. Alors, si on crache si le cassis tombe, soit la LPAR, soit le serveur, là, il n'y a plus de produit, il n'y a plus rien. Ok, on n'a pas de... Sauf si on met le achat qu'on va voir. Voilà. Maintenant, dans les premières versions, il n'y avait pas de redondance. Dans des versions suivantes, on pouvait redonder le cassis avec pouvoir achat. Donc, il revient toujours celui-là. Et c'est un peu compliqué. Maintenant, c'est très simple. Donc, il suffit de dire, vous créez deux partitions identiques avec le même AX, etc. Et vous dites cassis 1, telle adresse IP, cassis 2, telle adresse IP, il fait tout seul. Alors là, maintenant, c'est très simple. Hein. Ça, on a un nœud, quoi. On a un cluster de cassis. C'est un cluster, c'est du power achat, mais que vous ne managez pas du tout. Et après, alors c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut le mettre sur le site de PRA ou sur les frames qui sont plus ou moins tagués backup, parce que si au début il était tout seul, c'était un point de SPOF, donc si jamais le backup tombait, la production continue à tourner. Et puis, si jamais la production tombe, au moins le backup il est là pour ça. Et donc s'il peut reprendre les VM, il faut que le cassis tourne là-dessus. Et vous pouvez le mettre où vous voulez, hein, il n'y a pas de... Les licences aussi, les licences se mettent en général, parce qu'il faut toujours un numéro de série, sur la machine où tourne le cassis.
Il y avait des questions aussi, les licences, est-ce qu'il faut les mettre sur les machines sources, les machines cibles, les deux? Non, c'est juste sur celle du cassis, en fait. Alors, on contrôle tout depuis le cassis. Vous avez une interface graphique ou du command line, en fait. L'interface graphique ressemble un peu à celle de PowerAchat. Est-ce que vous utilisez l'interface graphique de PowerAchat? Oui. Ah, j'ai entendu un oui. C'est très rare. Hein. Ben là, avec VM Recovery Manager, comme c'est relativement nouveau, en fait, les gens l'utilisent plus souvent. Mais on le fait aussi en command line. Ouais, c'est le même type. Il n'est pas super fort en interface graphique. C'est la même chose. Mais vous faites tout depuis le cassis, en fait. Vous êtes logué sur le cassis et vous faites tout de lui. Et alors, il y a quelque chose qui est très bien aussi. Donc, Auto-Discovery, on en a parlé. Voilà, c'est ça. Non disruptif. Voilà. Maintenant, on va parler de ça. En fait, le gros avantage de ce produit-là, quand on gère du DR, en fait, c'est que c'est très, très difficile à tester. Quand on a une solution de DR, à tester ça, c'est vraiment très difficile. Et ça, ce produit permet de le faire facilement. Et c'est là un des plus gros avantages de ce produit, avec tout ce dont on a parlé maintenant, c'est qu'il permet de faire du test de DR, en fait, facilement. Et de manière sécurisée, en fait. Parce que souvent, quand on veut tester le DR, on ne veut pas cracher l'existant. C'est très difficile de faire des vrais tests de DR, en fait. Et donc ça, le produit le permet facilement. Alors c'est par un mot, c'est du rehearsal, c'est un mot un peu barbare, qui veut dire répétition en fait. Hein. Donc en fait, ce que permet de faire VM Recovery Manager pour tester le PRA, c'est qu'il fait tout comme si c'était une vraie bascule. Donc si vous avez un désastre majeur, hein, ça arrive quand même très très peu. Et donc, il utilise la copie sur le site de PRA, de DR. Sauf que, comme c'est du rehearsal, en fait, c'est une validation du DR, mais ce n'est pas une invocation réelle du DR, vos applications continuent à tourner tout à fait normalement ici. Et donc, ce qu'il fait, alors ça, il gère tout lui-même, il crée un flash copy, hein, c'est facile, depuis cette copie-là, sans arrêter la réplication qui, elle, continue, parce que les disques continuent d'être écrits puisque les applications tournent. Donc, il fait un flash copy ici, il remappe en fait ces flash copies sur les LPAR qu'il a démarré aussi. Donc, vous avez les mêmes LPAR pendant le test, hein, 2 fois, et il change le réseau. C'est vous-même qui lui donnez un autre VLAN, vous paramétrez tout ça, pour que les VM qui tournent ici, pendant le test, elles soient dans une bulle réseau isolé du réseau de production. Et comme ça, vous pouvez redémarrer vos applications dans cette bulle-là, vérifier qu'elles marchent bien. Vous avez le temps, vous faites ça en journée, en fait, c'est vous qui voyez, vous êtes sur un flash copy. Donc, en fait, tout continue à tourner comme si de rien n'était. Vous avez 2, finalement, instances de votre production, et vous testez ça. Là, c'est marqué flash copy, il prend en charge les snapshots, comme flash copy disparaît. Ah oui. Alors, oui. C'est pas de limite. Oui. Non, il gère ça tout seul, en fait. Hein. Oui, alors c'est vrai qu'après, dans la terminologie, maintenant, ça change un peu. J'ai eu des questions sur Flash Copy Snapshot. C'est vrai que là, c'est une copie instantanée, on va dire. Donc avec la technologie que vous utilisez. Il prend en charge l'ancien, en fait, le Global Mirror, ou le PBR, en fait. Hein, il fait les deux. Vous faites votre test, et une fois que vous l'avez validé, vous dites, OK, mon test est fini. Donc, lui, il enlève tout ça, et il redétruit ses partitions, et puis il ne fait rien de plus, parce que la production continue à tourner et à alimenter la copie ici. Et il le fait pour toutes les partitions, ça, systématiquement ou... Alors, pour celles que vous avez managées. Alors après, on peut créer des workgroups, des groupes de partitions, et vous pouvez faire un test d'un groupe ou d'un autre, ou de tout. Vous pouvez segmenter en fait, les tests de DR. En fait. Ça nécessite un espace disque quand même important pour le... alors, c'est du flat copy, là. Donc, En fait, si après il fait le test, il restaure forcément les LAN pour les mapper sur le host et faire le test ou pas.
Non, Il y a que les modifications là, donc c'est pas si gros que ça. Mais il y a quand même la volumétrie, il est 2 fois quand même. Hein. Enfin, mais là, c'est juste ça, c'est pour quelques jours en fait, une semaine maxi. Donc c'est que les pointeurs là, c'est que les modifications. Il utilise ça. Donc c'est pas un triplement du volume en fait. Oui. Là, c'est sur un VLAN séparé pour avoir une solution en parallèle. Oui. Ça fait aussi la même chose, mais en mode, je dirais, normal. C'est-à-dire vraiment comme si on faisait un test de DR, on bascule sur le site de secours, on fait un test dans la journée et après, on revient dans l'autre sens. Ah, alors là, c'est plus un test. Alors, il peut le faire, mais ça, c'est une vraie invocation. C'est une vraie invocation. Ouais, d'accord. Alors, vous pouvez faire ça et puis revenir, oui. Okay. Oui, alors là, c'est. Et c'est lui qui le gère. Oui, ça, il le gère. Mais ça, de ce que vous dites là, c'est pas un test, c'est une vraie invocation. C'est une vraie invocation. Ok, pas de souci. Et dans cette vraie invocation, il y a la partie aussi de changement d'IP, etc. Non. Je n'ai pas. Non. Non, là, j'ai un serveur sur le site principal. Dans ce cas-là, si je le mets dans un VLAN séparé, je garde peut-être la même adresse, mais si on a besoin, ou je mets une adresse IP supplémentaire. Et dans le cadre d'une vraie invocation, dans ce cas, c'est vraiment, j'ai la même machine, mais sur la deuxième port. Alors, si on est jamais, dans des sous-réseaux différents. voilà, alors si jamais, effectivement, c'est assez fréquent ça, si vous avez un plan d'adressage IP qui est différent pour le site de secours, il peut le gérer aussi, ça. Mais dans ce cas-là, le test, c'est encore en troisième. Mais il peut gérer tout ça au niveau du VLAN. Donc, en fait, le Rehearsal, en fait, en général, c'est très apprécié, ça, parce que ça donne une solution relativement facile, en fait, à tester le DR. Parce que des réglementations imposent de tester ça régulièrement. Et ça, des fois, c'est un casse-tête. Et ça permet de le faire facilement et assez rapidement. Une distinction entre différentes possibilités. Celle-là, pour moi, c'est comme si on faisait un plan de reprise, mais à données perdues, c'est-à-dire qu'on teste l'accès à l'application sur un second site. Oui. Mais d'ailleurs, on ne pourra pas revenir. Les modifications qui sont effectuées là ne sont jamais répliquées sur le premier site. Non, effectivement. Là, tout ce que vous faites là, c'est perdu, en fait. Hein, c'est juste pour vérifier que ça marche bien. Jamais les données ne seront. C'est une copie. Vous faites une copie qui ne vit plus, en plus. Hein. Après, il y a un autre mode, j'imagine, il faut vraiment faire à données réelles. C'est-à-dire qu'on, comme le dit on fait une bascule sur le site secondaire avec cette méthode-là. On peut travailler une journée, une semaine dessus. Hein. Oui, voilà, et puis après, refaire. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est des vraies invocations, en fait. Donc, le produit ici détecte une panne du site principal. Comme c'est du DR, en fait, il ne va pas déclencher une bascule automatique. Parce que pour le achat, c'est automatique, effectivement. Pour le DR, ça l'est jamais. Hein. Si c'est un vrai désastre, vous voulez pas qu'il fasse des choses tout seul que vous voulez pas. C'est quand même. Voilà. Donc, il vous préviendra, il vous envoie des SMS, des mails, des trucs comme ça pour vous dire. Mais c'est vous qui, donc sur le cassis, vous déclencherez une vraie bascule en fait, l'invocation du PRA. Donc dans ce cas-là, il fait tout. Il arrête, alors proprement, dans ce cas-là, s'il peut le faire, en fait, il arrête proprement les applications, les VM, la relation ici, il remappe les disques là, redémarre tout ça sur le vrai réseau ou sur le réseau de ce site-là, comme vous l'avez paramétré, et il redémarre les applications ici. Et donc après, la copie source, c'est celle-là. Et vous pouvez tourner un certain temps là-dessus, si vous voulez. Et après, vous pouvez lui dire, on revient. Donc là, en fait, il fera l'opération inverse. Alors là, il y a des arrêts, hein, c'est pas RTO0, hein, ça c'est vraiment. On est dans du DR. Hein. Donc il arrête tout, ici, il redémarre là, ah oui, la relation, quand il a basculé, en fait, si le stockage ici marche toujours, il inverse la relation. On peut dire de ne pas l'inverser. Si on veut faire un DR, mais la donnée perdue. Oui, après. Alors, si vous ne l'inversez pas, vous ne pourrez pas revenir. Enfin, tant que vous ne l'avez pas remis. Et donc, dans un mode normal, en fait, il le met en sens inverse. Et donc, lui devient le site de secours, en fait. Et vous pouvez tourner 6 mois là, 6 mois là. Enfin, ça, c'est votre choix. Et moi, je cherche une alternative, en fait, aux outils de logiciels de réplication en temps réel qu'on peut utiliser pour
pour faire justement se basculer d'un site à un autre. Ça, c'est notre alternative plus liée aux fonctionnalités de la bête disque. Ah oui, ça utilise, c'est la bête disque qui le fait. Non, dans le DR, c'est toujours le stockage qui fait tout, en fait. Le Cassis ne fait que piloter ça et de vérifier. Il fait aussi toutes les vérifications. Parce que ce qu'on peut faire, c'est d'avoir oublié un nouveau disque. Par exemple, on rajoute. Voilà. C'est toujours. Enfin, c'est pas du détail, mais c'est dans la vie, on rajoute des disques forcément ici. Ben, si on les rajoute pas dans la réplication, là, ça marchera pas. Donc lui, il laisse passer la nuit. Et puis il refait un discover. Et là, il va dire j'ai détecté qu'il y a un disque qui n'est pas répliqué là, ou qui n'est pas dans le bon consistency group. Donc, il va vous le dire. Ça, c'est bien. Voilà. C'est déjà arrivé, ça. Justement, dans la liste des LUN, je n'ai pas pu en manquer un. Voilà. Donc, impossible de basculer de l'autre côté. Hein. De toute façon, quand tu fais du DR, c'est toujours une histoire de LUN. Ou que ce n'est pas mappé, qu'il n'y a pas, que le stockage secondaire ici ne peut pas mapper parce que ce n'est pas prévu dans cette salle-là, etc. Il vérifie tout ça, en fait. Hein. Il vérifie qu'il peut mapper sur les partitions. Et ça, c'est des tests, il y a beaucoup de tests. Hein. Voilà. L'intérêt du produit... Comme dans LPM, il y a une partie simulation, on va dire. C'est un peu ça, c'est la simulation. Oui, c'est ça. Ben, vous pouvez faire le test de Rehearsal, et puis si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, il vous le dira, en fait. Hein. Il y a des contraintes comme pour LPM, par exemple, BTOPT, là, les optiques virtuelles soient arrêtées, qu'il n'y ait pas de device que d'activer, ou trucs comme ça. Parce que dans LPM, en fait, s'il y a un device qui est en fonction, ou qu'il y a le virtual OPT qui active, bah, il refuse de faire le LPM. Non, j'ai pas de connaissance, non. Tant mieux. Faire aussi d'ailleurs. Si faire remote restart aussi, ouais. Non, là, j'ai pas eu de qui réplique. J'ai pas bien réfléchi à la BMI, alors je sais pas si. Voilà. Ouais, moi, je suis à AX en fait. Ouais. Non, mais c'est pareil. Je suis désolé, oui, on est beaucoup d'AX. Ouais, IBMI, c'est pas mon monde. C'est vrai que là, c'est commode, c'est plus IBM. Mais donc, oui, le client dont je vous parle à la grande banque, là, en fait, il implémente, c'est que de l'IBMI, en fait, pour ce produit-là. Donc, ça marche très bien. Alors, oui, on en parlait aussi. Vous pouvez, alors ça s'appelle achat DR. Vous pouvez faire et du achat. Alors, avec le produit DR, en fait, vous pouvez aussi faire du achat et du DR. Et même du achat sur le DR aussi. Donc, c'est achat, DR, achat. Le produit peut tout gérer, en fait. C'est pas, suivant la version que vous achetez, c'est pas des produits cloisonnés. Non. Si vous achetez le achat, il ne pourra pas faire de DR. Par contre, si vous achetez le DR, il pourra aussi vous faire de l'achat. Vous pouvez ne pas utiliser le DR si vous voulez. Oui. Une fois qu'on a fait un DR, il va se remettre en achat tout seul de l'autre côté. Ah non. Ça, c'est vous qui le gérez. Non, c'est par défaut, non. Lui, il se borne à redémarrer les applications, comme vous l'avez dit, sur le host où il trouve de la place, etc. Non, si vous voulez le gérer, ça, c'est en plus, en fait. Voilà, ça, c'est du... à vrai dire, ça, j'ai pas vu d'implémentation comme ça, en fait. Hein. C'est souvent du achat avec du DR. Ça oui. Du achat tout seul aussi. Du DR tout seul aussi. Mais du achat DR, achat... on peut le faire aussi. Pour ça, il faut que le site de secours soit un site équivalent au site primaire, en fait, que ce soit les mêmes, pour faire tourner votre production d'un côté ou de l'autre, mais de manière non dégradée, en fait. Le client dont je vous parle, en fait, ils ont plusieurs sites dans toute la France, et ils ont un site de secours qui, lui, est tagué. Bon, ils font tourner des trucs dessus aussi, mais c'est le site de secours de tous les autres. Alors, si tous les autres crachent en même temps, il ne pourra pas. Hein. Mais bon, ça, c'est du PRA, hein, normalement, on ne l'utilise jamais. Le Cassis en high availability, donc ça, c'est possible depuis quelques versions maintenant. C'est très, très simple. Donc, vous déclarez 2 Cassis et vous vous occupez d'absolument rien. Vous loguez sur l'un ou sur l'autre, vous faites les manips que vous voulez. Il n'y a aucun incident. Ça, c'est vraiment très, très simple. Quand ça s'est arrivé, on s'est dit, ouf. C'est la meilleure solution, ça, pour faire. Ah oui, ça, effectivement, parce que c'est quand même
enfin, il faut faire la chasse au SPOF, là, il y en avait en gros quand même. Hein. Donc tu bascules dans les deux sens, du coup. Alors, le Cassis, il gère lui-même, en fait, donc ils ont les mêmes infos, en fait, et il peut marcher que. Donc, il y en a un qui est maître, hein, quand même, mais vous pouvez vous loguer sur l'autre aussi. Ils sont. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les VM, là, toutes les flèches font de gauche vers la droite. Et si c'est le site A qui tombe en panne, enfin B, pardon, qui tombe en panne, ça bascule dans l'autre sens. Ah oui, oui. Mais ça basculait aussi s'il y avait qu'un seul C'est déjà cassis. ça. Là, c'est juste les non. cassis pour que vous puissiez en mettre deux sur deux frames différentes. C'est pas le cas, si avec un cas, c'est. La licence. Alors là, c'est très simple. Alors, IBMI, c'est pas un moment non plus. J'ai compris que les licences étaient très compliquées. Pas toujours compris. Il faut toujours demander à notre collègue là pour les licences. Là, c'est vraiment très simple. Le licensing, en fait, c'est pour la version HAUDR, c'est au corps de VM managé. Donc, c'est pas toutes les VM, c'est pas tous les corps d'EOS que vous voyez. Vous additionnez en fait tous les corps des machines que vous voulez manager. Ça définit le nombre de corps utilisés par le produit. Donc, sur les machines originales, hein, vous ne la comptez pas deux fois. Ce nombre de licences, ce nombre de corps, en fait, vous le mettez sur la machine, une des machines qui contient le cassis, puisque vous pouvez en avoir deux maintenant. C'est assez simple. En fait. Donc c'est déclaratif, en fait. Ah oui, oui, mais ça, c'est Parce que on a un petit filiale qui tourne partout et qui vérifie. Oui, alors je ne sais pas si c'est Il ne doit pas détecter. C'est très déclaratif parce que ça peut varier avec le temps aussi. Bon, après, vous êtes censé rajouter des licences si vous avez beaucoup plus. Bon, c'est le corps physique de la machine, en fait, c'est ça? C'est les corps physiques des partitions. Soit loué par la partition. Que des VM managés. Parce que vous pouvez avoir des VM que vous dites, celles-là, je ne veux pas les protéger, donc elles ne comptent pas dans la licence. Donc c'est le nombre de VP, en fait. Enfin, si on parle de virtual processor. Ouais. C'est Et si on fait le C, ouais. C'est pas, ouais, là-dessus, c'est pas. Si on fait du achat et du DR, c'est licence, comment elles sont? Alors, pour ça, c'est la licence DR qu'il faut avoir, qui fait aussi du achat. Alors, donc, si c'est. Oui, là, donc, si on manage une VM qui a 5 CPU, donc on met 5 CPU, 5 corps physiques, en fait. C'est encore physique, hein, effectivement, la licence. Donc, on le pose sur le cassis. Et les prix, voilà, les prix sont là. Donc, ça, c'est les prix par souscription, parce qu'on peut avoir toujours des licences OTC, la one-time charge ou souscription. Là, c'est la souscription. Vous voyez quand même, c'est 274 $ par corps. Ça ne va pas chercher bien loin quand même. Hein. Là, c'est pour ça que le prix, bon, les corps, là, bon. Pas pouvoir achat, c'est pas comme ça en fait. Voilà, donc c'est vraiment purement indicatif ça. Parce que c'est des dollars US et puis dans chaque pays ça peut changer un peu, puis ça change. Mais vous voyez le type de. Grosso modo, sur 5 ans, c'est 1000 $ par corps. C'est pas très cher. Non. Voilà, le prix ne doit pas compter dans. Enfin, alors que dans Power Achat, il y a les compétences Power Achat qu'il faut que vous ayez. Le prix, c'est pas neutre non plus. Là, le prix. C'est un produit qui est pas cher, facile à utiliser et qui prend en compte beaucoup de partitions d'un coup. C'est ça, et qui permet de faire du test du DR. Si vous devez retenir que quelques points, c'est cela. Si on fait du achat et du DR, il faut prendre les deux licences. Non, que la DR. Que la DR. Qui est elle est grosso modo 2 fois plus chère. D'ailleurs, j'ai remarqué les prix, c'est quasiment x2, donc ils ne se sont pas cassés la tête trop non plus. Non, c'est que le DR. Alors, c'est un produit assez jeune et qui évolue beaucoup. AX évolue un petit peu moins, il y aura toujours des nouvelles versions, mais c'est vrai que dans le passé, il a une vie plus bouillonnante. Là, il y a beaucoup de nouveautés, c'est un produit relativement jeune, enfin il a plus d'une dizaine d'années, mais il vit beaucoup en fait. Le lab est en Inde, en fait c'est l'équipe de Jess Kiran, je ne sais pas si vous le connaissez. Pardon, c'est compatible avec 7.2, 7.3, 7.3 je suppose. Avec 7.2, 7.3. Ah oui, alors là. Mais par en dessous aussi, 7. Alors il y a très très peu de contraintes avec ça en fait. Ça prend jusqu'à du Power 7 parce que en fait.
Il y a l'agent, alors effectivement, mais comme c'est agnostique, normalement, c'est très peu sensible à la version en fait. Donc il y a jamais. Oui, il y a effectivement pour l'agent, il y a des. Bon, il y a des versions minimum quand Je pense même pas qu'on le ferait, mais c'est par curiosité. qui sont très anciennes en fait. Il n'y a pas de. Ça vous forcera pas à faire des mises à jour. Si vous migrez sur du Power 11, par exemple, les Power 6, il faudra. Voilà, là, oui. Mais là, lui, il est très cool de ce côté-là, en fait. Hein. Vous n'aurez pas de souci de côté licence ou du côté prérequis logiciel, en fait. Il est très, très peu sensible à ça. Et ça vit beaucoup. Voilà. Avant, ça s'appelait GDR. C'est il y a assez longtemps. Geographically Dispersed Resiliency. Après, on a mis un nom. Finalement, VM Recovery Manager, c'est pas mal comme nom. Des fois, IBM, on est un peu largué sur les noms. Par exemple, GPFS, ça s'appelait Spectral Scale, puis maintenant, c'est Storage Scale. Donc, on se mélange un peu. Là, pour une fois, c'est pas mal. Si vous voulez vous former, il y a un cours catalogue VM, un cours Learning Services, en fait, qui est donné par TD Sinex ou LearnQuest en France. C'est moi qui l'ai écrit. Donc c'est payant ça en fait. Hein. C'est un cours normal du catalogue IBM en fait. C'est 2 jours. Alors oui, ça c'est un cours encore avec un prof en fait. Il dit ça instructor-led. Parce que sinon, maintenant, il y a beaucoup de cours qui sont faits en ligne, en fait. Donc ça, moi, je l'ai fait juste en début 2021, juste après la pandémie, en fait. Peut-être les cours qui ont été créés après sont plus self-paced, comme ils appellent. C'est vous le téléchargez, vous le faites. Puis, il y a des exercices où ils vous donnent un certain temps. Là, c'est 2 jours avec un prof comme à l'ancienne, disons. Voilà. D'autres questions? En temps d'implémentation de l'outil, c'est combien de temps? Alors là, par exemple, pour cette grosse banque, ils avaient beaucoup de partitions quand même, une petite centaine. Alors eux, ils ont acheté une prestation Lab Services. Le produit est quand même prévu pour que vous le fassiez vous-même, en fait. Hein. C'est beaucoup plus simple que Power Achat. Je crois qu'ils ont acheté, il doit y avoir 15 jours de prestation, mais c'est très large quand même, en fait. Hein. C'est relativement facile à prendre en œuvre, en fait. Le truc que je vois, c'est forcément une compétence AX. Pas tant, non, pour le Cassis. Ouais, justement, pour le Cassis. C'est des commandes. Alors, les commandes. Pour faire le cluster, peut-être entre les 2 sites. Enfin, il faut... Alors c'est vrai qu'il faut installer. Oui, il faut installer un AX, effectivement. Donc, il faut avoir les LTP, etc. Oui, effectivement. Mais une fois qu'on l'a installé, après, c'est que des commandes VM Recovery Manager, en fait. Hein. Maintenant, c'est des mises à jour, quand même. Oui. Alors, c'est justement ce qui gênait ce client-là, qui n'ont plus d'AX à part ça. Oui, mais assez faible quand même. Il peut avoir d'AX, mais il peut avoir surtout de compétences AX, quoi. Oui, mais très, très franchement, là, après, c'est que des commandes de Cassis. Et c'est toujours Cassis MGR et des commandes très. Là, comme ils ont tout créé d'un coup, c'est des commandes très delete, create, etc. C'est très logique et on peut l'écrire et puis regarder ce qu'on propose. C'est pas mal les commandes, en fait. Hein. Mais ouais, il faut un peu ça reste de l'AX, mais assez léger quand même. C'est pas, vous n'embaucherez pas un admin AX juste pour ça, vous prendrez une prestation par exemple. Prestation pour faire les mises à jour tous les ans, s'il y a des mises à jour. Tous les ans. C'est pas. Non, là c'est moins. S'il y a des vulnérabilités, des trucs comme ça, pour le corriger. Oui. Ben, alors dans d'autres sessions, vous voyez, il n'y a pas tant de CVE que ça. Mais bon, il y en a quand même. Hein. Il y en a beaucoup et ça arrive. Ouais. Mais le produit a été dessiné depuis le début pour que vous le fassiez vous-même en fait. Pour achat, ouais, c'est aussi, mais bon, il faut avoir suivi. Alors là, c'est pas un concours, hein, c'est plusieurs, et puis ça dure une semaine à chaque fois. Là, c'est plus léger. C'est un produit assez léger. Le STP, il est créé par le Cassis, à l'installation du Cassis entre les VIO ou le Chartsage. Alors, ici, il n'y en a pas, c'est lui qui le crée. Le Feder Storage Pool, il le fait. Il va sur le stockage, il crée le LUN, il le présente. D'accord. Ouais, si vous utilisez déjà un shared storage pool, vous lui dites utilisez celui-là et il reprend l'existant. Par contre, il faut. Le zoning, c'est pas lui qui le fait. Non, le zoning, il ne le fait pas. Bah, ça veut dire que côté zoning, il faut qu'on fasse une réservation alors. Parce qu'en côté DR, on a une partition active en prod.
Quand on bascule sur l'autre data center, il va créer lui-même une nouvelle partition. Oui, oui, il faut Il crée que, une partition qui va faire qu'il y a des adaptateurs il virtuels faut que le zoning. avec Ouais, les zones, avec toutes les numéros d'adresse que vous voulez sur le lien. Nous, on ne connaît pas si l'adresse qu'on l'a créée. Une partition. On reprend ceux de. Ils prend les mêmes que. C'est pas le même châssis. Ah oui, il affecte les mêmes. Si on parle de center. Ah oui, c'est. Ah oui, oui, je pense Il va affecter typiquement les mêmes. je pense qu'ils gardent les mêmes. Hein. Non, mais c'est ça la question que j'avais. C'est garder les mêmes adresses. Ah oui, effectivement, oui, en charge de ça. Nous, Oui. aujourd'hui, on a une partition active, une partition passive, inactive. Elle est déjà prête. On pose qui est fait sur le IFE, mais ce n'est pas les mêmes adresses sur les adaptateurs. Et nous, on fait un DRP console aussi, manuel. Mais le zoning, il gère pas le zoning. Il gère les mappings de zoning. Ça dure pas longtemps. Sur PBR, en lecture, on aura. Oui, si on est en PBR, mais si on est en swap ou en Oui. PBHA. Ouais, c'est clair. Il y a un truc que tu viens de dire là, tu dis gère le mapping, mais pas le zoning. Et le mapping, c'est sur le BIOS. C'est lui qui mappe en fait les flash copies, les disques. Ah oui, côté B. Côté B, D'accord. en fait, C'était ma question. il le fait au niveau du Il VIO. faut un accès à la Il ne va baie. pas au niveau du switch. Il le fait au niveau du VIO. Mais il faut un accès à la baie. Ah, mais oui, il a accès à la baie au VIO. Ah oui, il faut lui donner. Ouais, parce que nous, ça chez nous, quand on fait bien cloisonner entre les équipes de stockage, C'est ce que je c'est toujours les mêmes problèmes. Il faut lever ce problème-là. Ouais, c'est marrant. c'est le plus difficile. Ah oui, il a accès au stockage. C'est pas le problème technique. Ça, oui. C'est que le stockage, ils avaient. Ah oui, dans le banc, c'est souvent ça. Et, oui, il a fallu lever ça et ça a pris du temps. C'est très lent. Mais le stockage, reste. C'est les serveurs. Effectivement. Oui, ça peut bouleverser l'organisation. Il ne peut pas te débrouiller avec les choses qui seraient déjà mappées sur le BIOS. Ah non, ça n'existe pas. Ah non, ouais. Alors, oui, ça, effectivement, dans cette banque, avant, ils le mappaient à la main, etc. Ils avaient pris. Mais la volume il faut que ce soit lui qui fasse les mappings. Si on les fait avant, il gueule. Merci.